Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Damien Ruegera, anthropologue, ainsi que nos éditorialistes, Lucien Pambou et Gratien Roukindikiza. Place au dossier du jour. Le Rwanda est engagé dans la révolution verte. Il est question de la transformation d'une agriculture de subsistance vers une agriculture commerciale orientée vers les marchés. Une politique marquée par plusieurs mesures dont l'accentualisation de la spécialisation régionale, la pratique des monocultures ou encore le renforcement du rôle des agronomes locaux. Un reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. L'intensification de l'agriculture pour atteindre la sécurité alimentaire au Rwanda, c'est l'une des méthodes en expérimentation dans le pays depuis 2007. Une politique mise en place par les autorités du pays pour permettre l'autosuffisance alimentaire aux populations. Cette politique est marquée également par plusieurs mesures, dont l'accentuation de la spécialisation régionale, la pratique des monocultures, l'augmentation de l'utilisation des intrants modernes et le renforcement du rôle des agronomes locaux. Nous sommes ici à Musambira, une localité distante de près d'une cinquantaine de kilomètres au sud de Kigali, la capitale du pays. Dans cette vallée de 22 hectares, près de 200 paysans réunis en coopérative s'adonnent à la culture du maïs depuis 2 décennies. La culture du maïs est bien rentable pour nous, c'est pourquoi nous la cultivons. C'est aussi une culture qui a une courte durée pour produire. Le maïs est également facile à conserver. C'est tout cela qui nous motive à le cultiver dans cette zone. Plusieurs techniciens du domaine agricole sont chargés du suivi des populations afin de leur permettre d'obtenir des récoltes satisfaisantes. C'est aussi l'un des points importants du programme d'intensification de l'agriculture dans le pays. Et le travail consiste à assister les paysans en leur prodiguant des conseils dans ce sens. Des conseils orientés plus sur l'application des techniques culturelles adaptées pour leurs différentes cultures. Mon travail consiste principalement à aider les cultivateurs qui s'occupent à la multiplication des semences certifiées pour les aider à mettre en pratique toutes les méthodes culturelles qui vont arriver à produire la bonne semence. Ici, grâce à la conjugaison des efforts des paysans réunis en coopérative, la production est estimée à près de 200 tonnes. Une production orientée vers deux qualités de maïs. La bonne semence, encouragée par la structure gouvernementale en charge du secteur, et celle destinée à la commercialisation sur le marché local et sous-régional. Malgré l'accompagnement, les paysans craignent la baisse de leur production. Une baisse qui s'explique par différents facteurs, dont le changement climatique. Un phénomène d'ordre mondial qui n'épargne pas le Rwanda. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans nos activités, mais la principale est liée au climat. Cette zone est parfois confrontée à une longue sécheresse ces dernières années. Et donc la pluviométrie ne suffit plus pour nos cultures, ce qui est une menace pour nos récoltes. Et certains insectes profitent aussi de cette situation pour détruire les cultures. La révolution verte prend en compte essentiellement tous les paysans regroupés en coopérative ou non. Les paysans solitaires sont parfois peu assistés, car il est plus facile pour les techniciens du domaine de l'agriculture de faire passer le message dans les associations agricoles qu'individuellement. Un encadrement qui allège leurs tâches, consistant au suivi régulier de la mise en application des techniques culturelles par les populations. Les paysans qui ne sont pas en coopérative travaillent à côté du champ. Mais ils ont toujours la chance de demander d'entrer en coopérative parce que la coopérative, toujours, les portes sont ouvertes pour accueillir les membres. L'un des points essentiels de la Green Revolution au Rwanda, c'est la spécialisation régionale des cultures. Et la politique menée dans ce sens par les autorités consiste à cibler davantage les cultures appropriées aux différentes régions du pays afin de faire leur promotion. Chaque culture a ses spécificités régionales. Dans ce programme d'intensification des cultures, on vise aussi la régionalisation des cultures, c'est-à-dire qu'on pratique les cultures où elles s'adaptent. Si le café s'adapte dans une telle région, on le fait, et si c'est le thé, on le fait, mais
chaque région a ses spécificités. Et pour réussir cette mission, le pays mise sur plusieurs techniques agricoles modernes. Il s'agit notamment de la mécanisation de l'agriculture et l'augmentation de l'utilisation des intrants modernes, ce qui va hausser les productions des paysans afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le pays et servir aussi la sous-région et le monde entier. Les objectifs à long terme, c'est qu'on augmente la production jusqu'à atteindre la sécurité alimentaire et pouvoir faire, même exporter notre production vers les pays limitrophes et avoir de la force sur le marché international. En 2001, le secteur agricole contribuait à près de 50% du produit intérieur brut du Rwanda. Il favorisait près de 90% d'offres d'emploi et représentait environ 80% des exportations du pays. À moins d'une décennie d'expérimentation de l'intensification de l'agriculture dans le pays, l'on remarque des avancées notables. Toutefois, le pays dépend fortement de l'extérieur pour les produits vivriers de première nécessité tels que le riz. La révolution verte s'inscrit dans la vision 2020, un programme de développement qui fera du pays une nation émergente à l'horizon 2020. Damien Ruigara, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? Alors, les éléments qui ont retenu mon attention, c'est que c'est d'abord le dernier élément qui n'est pas suffisamment développé, c'est qu'avant d'en arriver à mettre au point une politique agricole, le gouvernement rwandais a d'abord fait une analyse de la situation existante. Et au bout de cette analyse, non seulement pour l'agriculture, mais pour l'ensemble de l'économie, pour l'ensemble de la politique, des politiques sectorielles, on a mis au point la vision 2020. Et c'est au sein de cette vision, avec des objectifs, avec des méthodes, avec des étapes, que l'ensemble a été mis au point. Et puisqu'on parle de l'agriculture, vous ne pouvez pas laisser, soi-disant pour l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, les paysans cultiver actuellement au Rwanda 0,7% hectare, c'est ce qu'a un paysan. Alors, s'ils continuent à cultiver comme ça, sur une terre qui s'érode, sur la sécheresse dont on parle dans le reportage, donc il fallait passer à autre chose, et cette autre chose, c'est le revenu. C'est le point important sur le revenu. Alors, ce qui est important, ce que je vois dans le reportage, c'est qu'on voit une chose importante, c'est les paysans ne sont pas seuls. Il y a des agronomes qui sont là pour conseiller, qui sont partout. Il y a la spécialisation par province. Il y a 4 provinces au Rwanda. Est, Nord, c'est simple, ils ne se sont pas cassés la tête. C'est Est, Nord, Sud, Ouest. Or, chaque région, suivant son climat, je rappelle que le Rwanda a une altitude de 1500 à 2500 et que l'Est est beaucoup plus bas, c'est des plateaux. Et donc, suivant ces climats-là, il y a des produits qui sont spécifiques, qui sont produits dans les régions. Alors, nous allons poursuivre ce tour de table avant de revenir vers vous. Gratien, quel bilan tirer de cette orientation intensive de l'agriculture? On remarque qu'au Rwanda, les paysans ont augmenté d'abord leurs revenus. Ils se spécialisent, ils produisent beaucoup. Avant, ils produisaient pour manger, mais aujourd'hui, ils produisent pour vendre. Une bonne partie est vendue et ça rapporte beaucoup d'argent. C'est aussi, ça rentre dans le calcul, dans le PIB de l'économie rwandaise. Et on peut dire aussi que les Rwandais sont devenus pratiquement des modèles d'autres. Les paysans rwandais sont des modèles d'autres pays, d'autres paysans dans d'autres pays parce qu'ils ont des semences sélectionnées, ils ont une grande production, ils ont un suivi d'agronomes. Il y a certains pays, les agronomes sont devenus de vrais bureaucrates, ils ne voient pas le terrain. Or, on a un pays où les agronomes ont retrouvé le terrain, les champs qui accompagnent réellement les paysans. Mais le monde agricole et la paysannerie en particulier ne sont-ils pas laissés pour compte au profit de grandes coopératives selon vous, Lucien? Oui, bien sûr. On est là dans un enjeu double, c'est-à-dire comment passer
d'une agriculture vivrière vers de l'agro-business. Bon, mais c'est aussi une réponse très claire, et il faut saluer ici M. Kagame. On dit tellement des choses de lui pique-pendre, mais en effet, pour réussir économiquement, une gouvernance économique, il faut une vision, une clarté, une discipline et une organisation. Et je pense que M. Kagame, dans ce domaine-là, bien sûr. Une fois que l'on a dit ça, c'est aussi une réponse très concrète et très claire, effectivement, Damien l'a dit, sur les contributions, par exemple, de l'Union africaine, qui disait effectivement que dans les années 60, l'Afrique avait raté sa révolution verte et qu'il y a eu des think tanks avec Kofi Annan pour mettre en place les instituts comme Rockefeller et puis, vous savez, le think tank ou l'organisation de Melinda et Bill Gates pour, en fait, mettre le focus sur les semences améliorées. Bien. Le Rwanda apporte cette réponse-là. M. Damien l'a dit, en fait, il y a une spécialisation sur la monoculture en fonction des climats et en fonction de l'orientation géographique. Bien, il y a d'autres problèmes qui se posent. C'est le problème à la fois de l'importation des semences, mais aussi le problème de l'accès au crédit pour les agriculteurs concernant l'achat des équipements. Le gouvernement essaie d'y apporter des réponses. En revanche, une fois qu'on a dressé ce tableau qui semble-t-il peut-être idyllique, il y a un problème qui est posé dans le reportage, à savoir, en effet, par rapport aux cultures de première nécessité, comment le Rwanda va-t-il s'inscrire dans cet objectif-là? C'est bien de faire une spécialisation à travers de la monoculture, mais il faut aussi, à un moment donné, penser, en effet, à répondre aux besoins, je veux dire, de première nécessité sur le plan agricole concernant les populations. Arrêtons-nous sur ce point. Peut-être que notre invité a une réponse à vous apporter, Lucien. Alors, il n'y a pas de réponse magique. Je crois que le Rwanda a pris un risque. C'est un risque calculé, bien évidemment. Mais je crois qu'il n'avait pas le choix. Je crois que ce qu'on peut dire de la force de Kagame et de son gouvernement, c'est d'avoir pris le taureau par les cornes et d'avoir dit, OK, le système existant, juste pour l'autosuffisance alimentaire, juste pour que les gens mangent à leur faim, parce que c'était ça l'un des objectifs, Banque mondiale, FMI, tout le monde, c'était ça. Allons-y, revenus, il faut qu'à l'horizon 2020, chaque Rwandais ait un revenu de 1 200 $, alors qu'actuellement c'est 600. Allons-y, que les gens travaillent ensemble, parce que ceux qui ne connaissent pas le Rwanda ne savent pas qu'on est des grands individualistes. Chacun a sa petite terre. Or, par exemple, une question auquel pas mal de pays africains ne s'est pas frotté, c'est par exemple le foncier. Le foncier, maintenant, au Rwanda, c'est cadastré. Tous les terrains sont cadastrés. On a des lois, par exemple, qui permettent aux femmes d'hériter. On a pris la terre comme quelque chose de très précieux, et il y a une volonté politique qui demande à tout le monde de se mettre au travail. Et j'ajoute aussi qu'il y a cette agriculture-là, elle est combinée, elle est intégrée avec l'élevage. Actuellement, le Rwanda, par exemple, exporte son lait. Il fabrique le lait sur place et l'exporte, par exemple, dans les pays limitrophes. Actuellement, le riz au Rwanda, qui était très importé maintenant, on en arrive dans les 50% du riz local qui est consommé par les populations. Et donc, et puis le fait de mettre les gens ensemble. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte post-génocide. Et si vous ne mettez pas les gens pour qu'ils travaillent ensemble, comment voulez-vous les réconcilier? Si vous laissez que chacun cultive son petit lopin de terre, ça ne va pas. Donc, ce qui apparaît comme un danger, les coopératives, etc., le commercial, pour nous, c'est un atout. Alors, évidemment, les mesures qui sont mises et qui sont intéressantes, c'est l'évaluation constante pour voir si on ne se plante pas. Oui, la monoculture au Rwanda ne pose pas un problème parce qu'on parle de monoculture, mais aussi c'est surtout la spécialisation des régions. Il y a des régions où on produit beaucoup de haricots, comme dans
vers, je pense, le nord, Ruhengeri. Et les pommes de terre aussi. Donc, ils produisent beaucoup plus et ils favorisent les échanges, c'est-à-dire le commerce. Une région qui produit plus peut vendre dans tout le pays et même exporter. Concernant le problème du riz, en général, pour les gens qui ne connaissent pas la sous-région, le riz n'est pas vraiment un aliment de base des paysans comme on le trouve dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le riz, on le retrouve dans les villes. Sinon, à la campagne, les gens ne mangent pas le riz, ce n'est pas dans leur tradition. Du moment où ils ont le haricot, ils arrivent à avoir un peu de viande, de légumes, de maïs, de manioc, tout suffit. Donc, ils sont dans leur alimentation, mais surtout, ce que la monoculture apporte, c'est la circulation monétaire. On sait bien que dans beaucoup de pays en Afrique, la campagne, les paysans ne manipulent pas l'argent et ça pose un problème au niveau de l'économie parce que la masse monétaire ne circule pas assez pour que l'économie en profite. Or, au Rwanda, Kagame, en même temps, en faisant cette monoculture par région, il a aussi voulu jouer sur la monnaie. Lucien, comment voyez-vous ce défi du Rwanda d'atteindre le marché international ? C'est un défi qui est salutaire, louable, qu'il faut saluer. Et je pense que c'est une réponse très concrète que M. Kagame apporte aux différents rapports de l'Union africaine sur les programmes détaillés de développement de l'agriculture en Afrique, sur l'intégration de l'agriculture à travers le NEPAD et autres plans d'action. Cela implique aussi, d'une certaine manière, une organisation logistique très importante. D'abord, sur le sol du Rwanda, déjà. Il faut savoir qu'atteindre les marchés internationaux des produits de matières premières sont généralement régulés, en effet, par des bourses qui nécessitent, en effet, des spécialistes importants. Il faut espérer que la coopération que le Rwanda met en place et son accoutumance avec les marchés internationaux, très vite va amener le Rwanda vers une courbe d'apprentissage qu'il faut. Et j'ai toujours tendance à dire qu'on ne peut pas réussir si on n'échoue pas une fois. Ceux qui disent qu'on ne réussit tout d'un coup se trompent, mentent. Et ce que fait M. Kagame, c'est une bonne chose. Il faut saluer l'action de cet homme qui est souvent décrié à tort ou à raison en Afrique, mais qui, me semble-t-il, a une vision de l'économie. L'agriculture est un exemple, mais il y a aussi les services bancaires, il y a aussi les transports, il y a aussi toute une organisation de l'économie. Et puis, il faut dire une chose qui peut faire sourire. On commence par réussir en Afrique dès lors que l'on est propre. Le Rwanda est une ville, salubre, très propre. Je voudrais quand même dire d'autres choses importantes. Il faut que nos dirigeants africains, et là Kagame donne un bel exemple, habituent leur peuple à leur donner les rêves. Il faut... Pourquoi y aurait-il un rêve américain? Pourquoi y aurait-il pas un rêve africain? Il y a un rêve rwandais, c'est la vision 2020, après on fera une autre vision, et on dit voilà, nous sommes là, nous voulons arriver là, et nous évaluons au fur et à mesure. Et un peuple qui n'a pas d'utopie, parce qu'il y en a qui pensent que ce truc-là d'agriculture, comme d'autres d'ailleurs au Rwanda, c'est de l'utopie. Non, il faut de l'utopie, mais c'est de l'utopie qui doit être maîtrisée. Mais si chaque population, par exemple, il y a le programme que chacun peut donner une vache à l'autre, etc., il y a tout un programme très intéressant, eh bien, ça crée la solidarité, ça crée... vous savez, j'ai marché sur un gazon à côté d'un hôpital au Rwanda, c'est une vieille dame qui m'a dit « Ah, et vous, en cravate, vous marchez comme ça, là, vous ne passez pas là où les autres... » Il y a une discipline. Cette discipline-là, tant qu'en Afrique, on n'aura pas. Il y a une propreté, comme il a dit. Il y a des gestes simples de tous les jours, ne pas jeter du papier. Cela ramène à ce que, si l'agriculture doit être faite de telle manière que les paysans aient des revenus, mangent à leur faim, eh bien, la première des choses, ça sera la discipline. La première des choses, ça sera qu'ils y croient. Et pour qu'ils y croient, il faut qu'ils aient un rêve. Et ce rêve-là, Kagame le donne. Je voudrais dire simplement, c'est la réponse ultime
au génocide, c'est la réponse ultime à la réconciliation des Rwandais entre eux. C'est bien de crier, oui, il faut que les Rwandais se réconcilient, mais M. Kagame apporte une lecture pragmatique, concrète. Il faut que tous les Rwandais travaillent ensemble. C'est aussi une façon de se pardonner. Il ne s'agit pas simplement de faire les gachacha, de passer devant les tribunaux. Ça, bien sûr, personne ne peut oublier. Mais une façon aussi de construire un peuple, et comme dit effectivement Damien, c'est de l'ancrer dans un rêve. Et le rêve, il ne suffit pas simplement de regarder les yeux ouverts l'horizon, mais de travailler concrètement. Et ce que fait M. Kagame, je pense que, sincèrement, beaucoup de pays africains devraient s'en inspirer pour éviter éventuellement des conflits. Ça permet au peuple de se comprendre, de se côtoyer et de travailler ensemble. Ce qui manque souvent dans nos pays africains, c'est le travail collectif ensemble. Ensemble, on peut réussir. Tout seul, non. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est une vision que vous partagez, Gratien ? Oui, c'est la vision que je partage parce qu'il y a déjà un cap qui est donné et puis il y a aussi l'espérance, l'espoir des Rwandais. On voit bien, les Rwandais, ils sont enthousiastes. Même les Rwandais qui sont à l'étranger, comment ils participent. Il a parlé du projet de vache qu'on appelle Giringa au Rwanda. Même les Rwandais qui sont à l'étranger participent. Kagame, par exemple, il avait un problème de budget. Il a demandé aux Rwandais qui sont à l'étranger. Moi, j'étais une fois dans une soirée où on peut récolter en une soirée plus de 20 000 euros. C'est pas pensable dans d'autres régions, dans d'autres pays. C'est vraiment, il a voulu faire ce qui se fait, notamment au niveau de l'agriculture. C'est aussi, ça vient au niveau de l'unité parce que les gens sont ensemble, s'aiment quand ils partagent un projet. Les gens, les paysans partagent des coopératives, ils ont des projets en commun. Il n'y a pas de coopérative de Hutu, de Tutsi. C'est une coopérative des Rwandais, tout simplement. Damien, vous parliez de rêve. Comment jugez-vous les mesures d'accompagnement des paysans pour atteindre cet objectif, justement? Alors, les mesures d'accompagnement, par exemple, les infrastructures routières. J'estime que moi, c'est une mesure d'accompagnement qui ne dit pas son nom. Tout paysan peut partir de chez lui. Je vous assure, au Rwanda, actuellement, quand j'y vais, le bus qui va de tel à tel endroit, le camion qui doit transporter tel produit de tel à tel endroit, et il part à l'heure. Et les mesures d'accompagnement, non seulement les agronomes, bien sûr, on en a parlé, mais ces mesures, c'est qu'on met à la disposition des paysans, on rend la proximité qui permet d'écouler leur production. Parce que s'ils doivent maintenant payer très cher, parce que normalement, par exemple pour le riz, sur place, on a les éléments qui viennent chercher le riz, vous le vendez sur place. Et ça, ce sont des mesures d'accompagnement. Il y en a d'autres qui permettent aux paysans de dire je ne perds pas mon temps, je ne perds pas mon argent, et j'ai ce qu'il faut. Par exemple, le café, on n'en a pas parlé. Le café et le thé, c'est des produits qui maintenant apportent des devises au niveau du Rwanda, et on a visé la qualité. Donc un paysan qui voit qu'il peut vendre ses produits, un paysan qui, on ne l'a pas dit, est assuré, parce qu'il y a la sécurité sociale pour plus de 90%. Déjà au terme de cette partie, l'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.